Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et de nous accompagner durant cette heure de Stade 24. Aujourd'hui, deux invités. Walid Bouchnafa, consultant. Walid Bouchnafa, bonsoir. Vous venez d'organiser un séminaire sur la diplomatie du sport. On y reviendra. À ses côtés, un entraîneur qui a beaucoup de mérite, même si on n'en parle pas beaucoup médiatiquement, il n'a pas eu une grande exposition, mais je peux vous dire qu'il a réussi cette saison avec Chilroum El Aïd. Eh bien, il a permis à Chilroum de rester en Ligue 1 avec peu de moyens. C'est Chérif Hadjar, bonsoir. Bonsoir, merci d'être... C'est nous qui vous disons merci d'être venus et de nous accompagner durant cette heure. Sidi Ahmed Khadis, bonsoir. Bonsoir Mohamed Bour et bonsoir à nos invités. On va commencer par cette information qui a secoué le monde du football. C'était ce vendredi. On a appris le tragique accident de l'international Bilal Ben Hamouda qui évoluait à l'USMA d'Alger. Âgé de 24 ans, dans le mois d'août, il fera ses 25 ans. Eh bien, après un match, c'était son dernier match vendredi soir, c'était son dernier match. Et jeudi soir, il avait joué. C'était son dernier match contre la République démocratique du Congo. Buteur-passeur sur ce match. Le match se termine. À minuit, l'entraîneur national, Majid Bougala, libère les joueurs, donne quartier libre. Il prend la route pour rejoindre son domicile qui se situe où il habite, à Hadjout. Et sur ce trajet, il décède, accident de la circulation. Il meurt dans des conditions vraiment abominables puisque la voiture a pris feu. Il n'a pu être extirpé du véhicule. Un garçon qui allait se marier dans 10 jours, dans une dizaine de jours. Un garçon formidable, aimable, disponible, toujours aidant son prochain. Eh bien, il nous a quittés. Et je peux vous dire que le monde du football, également l'équipe du Niger, tous qui ont participé au tournoi se sont rendus pour lui rendre un dernier hommage. Il a été inhumé ce samedi. Voilà donc concernant ce tragique accident. On l'a appris vendredi aux alentours de 16h30, puisqu'il fallait l'identification, a été très compliquée. Alors, je me tourne tout d'abord vers Chérif Hadjar. Chérif Hadjar également, je pense qu'à Chilroum El Aïd, ça a été le même effet qu'à Alger ou à l'ouest du pays ou au sud. Comment ? D'apprendre ce décès tragique d'un jeune de 24 ans. J'ai pris la mauvaise nouvelle, c'est parce que j'étais aux tribunes. Pendant le dernier match qu'on a joué face au Mdia, j'ai fait les photos de Facebook. Au début, j'ai pas... On ne veut pas y croire au début. On ne veut pas y croire, mais après, j'ai vu tout le monde a posé sa photo dans les Facebook. Donc, c'est une grosse perte pour le football algérien, pour les supporters, c'est tous les supporters de l'USMA. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire les mots sont durs. Voilà, c'est dire Rabbi Rahmah. En même temps, condoléances, hommage à son ami qui était avec lui. Ah oui, son ami, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. C'est Ahmed c'est lui qui conduisait le véhicule. Tout à fait. Au moment où il rentrait, il avait envoyé d'ailleurs, juste avant d'arriver à Bousmaïl, il avait envoyé un message à son frère pour lui dire, parce qu'il n'avait pas les clés de la maison. À son frère, oui. Il avait dit, j'arrive, il faut m'attendre, ne pas s'endormir, parce que j'arrive, je n'ai pas les clés de la maison. Comme quoi, entre Bousmaïl et Hadjout, il y a eu ce tragique accident de la circulation. Walid Bouchnafa. Parce que je rappelle également, vous êtes agent de joueur. Oui, je suis agent de joueur. Accessoirement. Oui, on va dire, je suis instructeur FIFA aussi. Bilal, je l'ai connu personnellement comme joueur, un joueur très motivé, qui voulait partir à l'étranger, qui voulait avoir une grosse carrière internationale. C'est un tragique événement qui a touché le football algérien, le football africain. On a vu l'enterrement, la sélection du Niger présente à cet enterrement. Et ce qu'on peut dire, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sidi Ahmed, je vous fais réagir également, vous également, en apprenant la nouvelle. Comme tout le monde, très attristé par cette nouvelle, est tombé tel un coup de tonnerre pour nous tous. On ne s'y attendait pas, si jeune, à fleur de l'âge, ce joueur qui était prometteur. On l'a vu d'ailleurs, en témoigne son retour avec l'USMA, et c'était pratiquement l'un des joueurs en forme de cette fin de saison, avec beaucoup de buts inscrits, notamment ce but dans le derby face au Mouloudia qui remet l'USMA dans le droit chemin et qui permet à l'USMA de retrouver, c'était l'un des artisans de ce retour de l'USMA, qui permet à l'USMA de retrouver la Coupe de la CAF pour la saison prochaine. Et vraiment, le monde du football vient de perdre un de ses espoirs. Prometteur joueur, il était en prime, il aspirait à aller, c'était son objectif également de jouer un jour chez les A, mais là il y a tout un chemin à parcourir. Malheureusement, il nous a quittés. Des réactions, tout d'abord avec l'entraîneur national, Djamel Belmadi. D'ailleurs, l'équipe nationale a rendu un vibrant hommage à Bilal Ben Hamouda lors de son dernier match contre l'Iran. Une nouvelle dévastatrice. وعلى كل حال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه الله يوسع عليه الله يعطي الصبر للوالدين والعائلة كل
Vraiment, c'est une nouvelle qui nous touche tous profondément. Je sais que c'était déjà un très bon joueur, très bon garçon, vraiment un très bon garçon. Depuis mon arrivée en sélection, il y a 4 ans de ça déjà, il avait commencé à jouer avec l'USMA, il démarrait, il rentrait de temps en temps. Puis j'ai pu voir toute son évolution jusqu'à rejoindre l'équipe des locaux, l'équipe des A-Prime, appelons ça comme on veut. Et on voit que voilà, d'année en année, il s'affirmait, il devenait un joueur très très intéressant. Bon, c'est des nouvelles franchement qui font très mal au cœur, vraiment, c'est un choc, on est encore sous le choc. Allah yahmou, lui, Sid Ahmed, son ami. Zbar Walidine aussi. Bilal, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, énormément. C'est un joueur avec un gros potentiel. C'était l'avenir de l'équipe nationale. Voilà, alhamdoulilah, on garde des beaux souvenirs. Mashallah, Ga'annas, Djaoulioum, ça prouve l'amour des gens envers Bilal. Voilà, en tout cas, leurs parents peuvent être fiers. Quelqu'un de très bien éduqué, un super joueur, toujours le sourire à l'entraînement. Et voilà. Oui, Bilal, كان كل دايما فرحان depuis 1 an et demi راه معايا كل دايما يسجل. Voilà, on garde un beau souvenir. Maintenant, faut penser positif et aujourd'hui, il a besoin que de dua. Donc, pensez à lui. Alhamdoulilah, قاعد الجزائر يحبوه. Inch'Allah, يموت شهيد. Et puis, c'est plus important. C'est sûr que l'USMA a perdu quelque chose de fort. C'est le football national on a perdu, mais surtout l'USMA a perdu quand même le meilleur espoir d'elle. C'était la réaction de l'entraîneur national Jamel Belmadi, de son entraîneur chez les A-Prime, Majid Bouguera, et de l'ancien président et président du CSA, Club Sportif Amateur, USMA d'Alger, à la suite du décès de Bilal Benhamouda. On présente une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe, nos plus sincères condoléances à la famille du défunt et à l'équipe de l'USMA d'Alger. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, consacré bien évidemment au dernier match de l'équipe nationale, c'était face à l'Iran. 2 victoires il y a eu contre la Tanzanie, l'Ouganda, 2-0, la Tanzanie 2-0, restait l'Iran. L'Iran qui est un mondialiste et l'Algérie a gagné 2-1. Je rappelle que c'est la 4e confrontation et que c'est la 2e victoire de l'Algérie contre l'Iran. La dernière, c'était à l'époque Rabih Madjer. Mais c'est 2 équipes complètement différentes. À l'époque Madjer, on avait vu une équipe complètement affaiblie, complètement désarticulée. Et bien là, on a vu une équipe entièrement remaniée, mais qui a répondu présent sur le terrain. Compte rendu, Abdelkader Dif. Le mot d'ordre de cette trêve internationale du mois de juin était simple pour notre équipe nationale, se rassurer, retrouver de la confiance et débuter au mieux la campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est évidemment chose faite puisque l'Algérie est venue à bout de l'Ouganda, puis de la Tanzanie. Jamel Belmadi qui avait sélectionné 7 nouveaux joueurs pour l'occasion. Ils auront la possibilité de s'exprimer lors de la dernière sortie des Verts de la saison à Doha, en match amical face à l'Iran, un adversaire mondialiste. Vêtu d'un t-shirt noir en hommage à Bilal Benhamouda, international A-Prime, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, les coéquipiers de Ben Nasser, visage marqué, se présentent sans pression aucune avec un 11 inédit mais très attristé. Les Verts tardent à rentrer dans la partie et se font bousculer d'entrée de jeu, passé le premier quart d'heure. On retrouve une équipe décomplexée avec de bonnes intentions. Ben Ayed finira par être récompensé de ses efforts. Il profite d'une erreur de la défense iranienne pour s'infiltrer dans la surface et gagner son duel face au gardien. 1-0 pour l'Algérie à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le rythme est similaire, mais malheureusement pour les Verts, pas avare en effort, l'Iran égalise. Ce n'est qu'anecdotique. Quelques instants plus tard, le coach décide d'incorporer Amoura et Belaili. Ce dernier hérite d'un ballon à l'entrée de la surface, provoque le défenseur pour se créer une situation dangereuse que transformera l'opportuniste petit lutin Amoura, qui aura donc marqué 2 fois en 3 rencontres. Tout n'aura pas été parfait, mais l'Algérie l'emporte finalement et aura beaucoup appris de sa joute face à l'Iran. Symbole de ce renouveau, 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués pour 1 but concédé. Cette trêve fut excellente. Eh bien oui, on a vu une équipe nationale en reconstruction, une équipe nationale qui gagne, qui a tourné la page du Cameroun, de cette élimination qui a fait très mal. Et aujourd'hui, on a vu 2 matchs officiels de victoire, 6 points, avec 4 points d'avance sur
le Niger également. Ce match contre l'Iran est mondialiste avec une équipe entièrement remaniée. Alors, question, je vous la pose. Cherif Hadjar, quelle impression vous a laissé l'équipe? Parce qu'il joue une équipe qui a complètement changé. Oui, c'est tout après l'élimination de la Coupe du Monde. Donc, c'était très important c'est tout, l'équipe nationale est passée par une période de transition. Il faut reconstruire une autre équipe, surtout sur le plan mental. Les 3 victoires sont très importantes, surtout pour le moral de l'équipe. Donc, c'est pas facile d'enchaîner 3 matchs de suite, surtout le dernier match face à l'Iran. Donc, l'objectif, c'est tout le premier objectif de donner l'occasion aux nouveaux joueurs qui sont venus. Donc, et le deuxième objectif, c'est de gagner. Chaque fois que tu gagnes un match, tu gagnes surtout la confiance. C'est la confiance pour la suite. L'inquiétude sur ce dernier match, ce qui était intéressant, une défense avec un gardien. Il y a eu 3 gardiens. On a débuté avec Zarba. Deuxième match, Raïs Mboulhi qui est revenu. Le troisième, pour la première fois, Mandrea. Une défense entièrement remaniée, puisqu'on l'a vu, l'axe central avec Badran et également à ses côtés Tougaï. Il y avait également la première de Zedatka. Il y avait Touba qui est parti sur le côté gauche. Le milieu de terrain, pour la première fois, le jeune Qadri, associé à Ben Nasser et à Zorgen, qui a été titularisé encore une fois. Et l'attaque, si on a retrouvé Razel, mais en revanche, Ben Ayed qui débute. Et puis pour la première fois, Bilal Brahimi titulaire. Donc c'est une équipe qui a complètement changé. Ce qui était intéressant, c'est de voir le comportement d'équipe. Comment vous l'avez trouvé ce comportement d'équipe? Sur le dernier match. Surtout sur le dernier match, c'est le plan de jeu, c'est le plan défensif, parce que je pense ils ont marqué 2 buts grâce à ces bonnes défenses et un bon pressing. Donc ça a permis de. Donc il y a toujours le nouveau de cette équipe, c'est le plan défensif. Ils ont bien défendu surtout sur le pressing. Donc c'est grâce au pressing qui permet à l'équipe nationale de marquer 2 buts. Surtout, ils ont bien donné, c'est-à-dire surtout c'est les efforts sur le plan physique qui étaient présents, et la cohésion malgré de nouveaux joueurs qui sont venus. La première fois qu'ils ont joué le premier match avec l'Algérie, donc il y a une bonne cohésion surtout sur le plan technique. Ils étaient meilleurs que l'Iran. Donc certains disent que l'Iran est faible. Non, je pense que... Ça, c'est l'éternel débat en football. Quand vous gagnez, voilà, l'équipe adverse est faible. Quand vous perdez, bon, c'est nous qui avons fait des... Bon, on a battu un mondialiste, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, c'est très important. Donc, même les joueurs ils ont déclaré qu'on a gagné face à une équipe mondialiste. Donc, ça donne beaucoup de confiance, surtout au niveau des joueurs. Au niveau joueurs, c'est le premier match de jouer avec national. Et donc, ça relance la concurrence. Bien sûr, surtout, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas une équipe. L'équipe nationale, les portes sont ouvertes à tous les joueurs. C'est une sélection. Tu peux changer à n'importe quel moment, c'est-à-dire tu ne peux pas garder une équipe durant 2 ans, 3 ans. Donc il faut chaque fois tu injectes de nouveaux joueurs. Alhamdoulilah, on a des joueurs de qualité qui évoluent dans différents championnats européens. Walid Bouchnafar, votre regard sur cette rencontre, qu'est-ce que vous dites? Moi, le point qui m'a marqué, c'est qu'on a eu cette fois-ci un gardien jeune, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des gardiens trentenaires. Et le gardien d'Angers, Anthony, je pense qu'on aura un gardien qui peut être suppléant. Il a 25 ans? Il a 25-26 ans. 26 ans. Ancien joueur qui a évolué à Angers, qui a évolué aussi. Qui est formé à l'OGC Nice. Oui, qui a été formé à l'OGC Nice, qui a été présélectionné en équipe de France de jeunes plusieurs U17, fois. U18. En connaissant le gardien personnellement, c'est un gardien qui a toujours manifesté son attachement à l'Algérie, qui voulait jouer tout le temps avec l'Algérie. Après, voir le petit Amoura qui a confirmé ce qu'on pensait de lui. Chasseur de but, Amoura. Parce que sur le but, que ce soit le but qu'il marque contre la Tanzanie ou le but qu'il marque contre l'Iran, c'est-à-dire il est jusqu'au bout de l'action. Il ne relâche pas son effort. Il accompagne plein d'opportunités. C'est vraiment un chasseur de but. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas. Ouais, Amoura, Et généreux dans l'effort. Moi, je l'ai vu défendre également. C'est-à-dire, regardez, il est revenu sur certaines séquences, malheureusement, qu'on ne montrera pas, mais on l'a vu revenir en défense. Oui, sur sa première saison étant professionnel à Lugano en Suisse, il a vraiment assuré, il a donné une bonne image du joueur algérien en Suisse. Tous les clubs suisses, maintenant, grâce à Amoura, suivent le championnat algérien. Après, on a vu aussi Adem Mounès et Ben Nasser qui ont eu le rôle de leader humain et sur le terrain. On a encore plus vu sur le dernier match Ben Nasser. Oui. Dans un rôle, je pense, qui lui convient beaucoup mieux que d'être sur un côté. C'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en dites. C'était le porteur d'eau de l'équipe. Oui. Lui, il a porté... Mais sur les 2 premiers matchs, on l'a vu surtout côté droit. Moi, je l'ai vu surtout côté droit, Zorgan côté gauche.
Voilà, avec Zerouki qui avait évolué en sentinelle sur le premier match. Même sur ce match, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Oui, ça permute. Sur le milieu de terrain, il y a beaucoup de permutations entre, on l'a vu d'ailleurs, Zorgan, c'est lui qui était en sentinelle au début de match. Mais ensuite, au milieu de terrain, vraiment, ça bouge énormément entre Kadri aussi, qui a fait un bon match. J'ai laissé Kadri, j'allais vous poser la question. Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé du milieu de terrain, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements au milieu de terrain, et on ne sentait pas que Kadri jouait pour la première fois, qu'il honorait sa première sélection en équipe d'Algérie. Je reviendrai sur Kadri. Juste, je termine avec Walid Bouchnef, donc pour rester sur votre analyse, votre regard, sur le comportement d'ensemble. Le comportement, c'est un comportement positif. Parce que ce qu'a dit Hadjar, pourquoi j'insiste, on a vu l'équipe, la manière a changé. Pressing très haut. On relâche pas le pressing sur le porteur du ballon. C'est ce qu'il faut souligner. Je pense que sur cette rencontre, ça a marqué, moi ça m'a marqué. J'ai retenu cette image-là de l'équipe qui constamment va au pressing. Monsieur Hadja, c'est le technicien qui parle. Moi, je suis le scout. Moi, je vois plus l'individualité, le comportement des joueurs. Le joueur Brahimi qui était... Il a été un peu brouillon. Qui était brouillon, mais pour moi... Il s'est imposé dans le groupe, on l'a vu, il a sorti peut-être en voulant trop faire. Oui, il a voulu montrer qu'il existait, qu'il était là, et je pense que c'est aussi une plus-value. Non, il a été disponible, généreux, il a beaucoup travaillé, mais un peu brouillon dans le dernier geste. Je pense qu'on a gagné en équipe, on a gagné en jeunes, on a gagné aussi les piliers d'une future équipe nationale qui va nous permettre, j'espère, d'aller en Coupe du Monde en 2026. Ils ont apporté de l'énergie, ça a régénéré le groupe. Et ça, c'est une très bonne chose. Hadjar le disait également. Je vais tourner vers vous maintenant. Je voudrais revenir sur Kadri. Vous me faites peur en disant ça. Ouais, je vais me tourner vers vous. Je vais me tourner vers vous maintenant. Kadri, pour sa première sélection, timide au début, il était dans la retenue un peu, c'est ce qui m'a semblé, mais peu après, on l'a vu, un Kadri, balle au pied, qui va provoquer, qui ratisse, qui ramène, qui nettoie le ballon, si vous passez l'expression, et qui donne dans les bonnes conditions, et la palette technique très large. Voilà, très intéressante aussi. Vous faites bien de le dire parce qu'il est à l'image de l'équipe nationale sur le premier quart d'heure. C'est une équipe remaniée, c'est un 11 inédit. On a vu les 6-7 premières minutes. Les 15 premières minutes. Il y avait de l'hésitation. Jusqu'au premier quart d'heure. On était vraiment dans le dur. Avec une équipe d'Iran qui avait pris le jeu à son compte, qui nous avait bousculé au début. Sur les enchaînements, les Iraniens, c'est pas mal. Hein. Oui, techniquement. En première intention, ça joue. D'ailleurs, comme l'a si bien souligné l'entraîneur, qu'il est Chef Hadjar, défensivement, on a été bon. Et il y a eu satisfaction. Sur l'alignement également. Des fois, on les met deux fois en jeu. Sur la complémentarité entre Badran et Tougaï qui honorait sa première sélection aussi en A. Et en seconde période, que ce soit aussi entre le nouvel arrivant Touba et Tougaï, ça a donné aussi satisfaction. Donc moi, je retiendrai sur l'aspect défensif qu'on a vraiment rajeuni ce compartiment et il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir avec Tougaï, Badran et Touba. Touba, que ce soit à gauche ou dans l'axe, il répond présent, il donne satisfaction. Et en dehors de ses qualités de défenseur, vous mettiez en évidence le pressing constant. C'est ce pressing constant et qui le fait? C'est Touba qui le fait sur le deuxième but. Sur le défenseur central qui relance n'importe comment sur Belaïli. Ils sont très mauvais les Iraniens voilà, sur les remises. Sur la relance, mais on le voit, mais c'est suite à ce bon pressing de Touba. Regardez sa position, le positionnement de Touba, il lâche pas. Tout de suite, il va vers le pressing parce qu'il sait qu'il y a un coup à jouer. Et ça, je pense que c'est une consigne de Djamel Belmadi sur ce match-là, de tout de suite aller presser le porteur du ballon et ne pas les laisser sortir. Ça a payé. Ça a payé par deux fois. Benaïed également, sur la remise de la tête. Il accompagne, il lâche pas. Et justement, ce qui est intéressant, c'est parce que quand ces joueurs-là vont au pressing, on voit les joueurs de derrière du milieu de terrain, à l'image de Ben Nassar, qui a ratissé un nombre incalculable de ballons, et Kadri. Et le nombre de kilomètres qu'il fait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le joueur le plus utilisé, Mamar. Sur cette saison, il a joué 45 matchs. Et Kadri, toutes compétitions confondues. Interrompu. Et Kadri, en dehors de son jeu au pied, on l'a vu, très technique, il veut ressortir proprement. Il a cette capacité à porter le ballon et ne pas avoir peur des joueurs adverses. On l'a vu, il casse des lignes, il va, il provoque, il va vers la profondeur. C'est un joueur intéressant. Sur ce match-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sur la profondeur, d'habitude on écarte, on joue très sur les côtés. Bon, ça, on l'a fait cette fois-ci également entre Ounas et à un moment donné, ça permutait. J'ai dit Ounas, Rezel. Ounas également l'a fait quand il est rentré. Et puis ça permutait, on a vu qu'à un moment donné, on avait Bilal Brahimi qui rentrait dans le cœur du jeu pour libérer l'espace pour Touba qui prenait donc le couloir gauche. Mais ce que j'ai vu sur la profondeur, Kadri avait donné de bons ballons, il cherchait l'axe, il cherchait à remettre en profondeur sur son attaquant Benaïed. Avant de
de pas laisser le plan offensif de l'équipe. Je reviens à L'aspect défensif? l'aspect défensif parce que maintenant, c'est le football moderne. La force d'une équipe se base sur le plan défensif. Partir de derrière. C'est pas comment on dit, les anciennes notions, il faut pour mieux attaquer, il faut mieux attaquer. Non, il faut bien défendre. Donc maintenant, chaque équipe, elle joue sur les erreurs de l'équipe adverse. Regardez le but. Voilà le dernier but de la Hollande contre l'Italie. L'Italie, oui. Ça Ça part d'une balle récupérée en défense sur 5-6 touches de balle. Eh bien, il marque. Sur les statistiques, il y a 80%, toutes championnats confondus, tous les matchs de compétition internationale, les 80% des buts sont marqués après récupération. C'est les erreurs d'équipe adverse. C'est 10%, c'est des balles arrêtées. Les 10%, c'est une attaque placée. Donc maintenant, c'est très difficile de gagner cette attaque placée. Donc chaque équipe, elle joue sur les erreurs de l'équipe adverse. Les 2 buts qu'on a marqué hier. Oui. Donc il faut voir. Tellement on a fait un bon pressing sur le premier but. Donc il n'a pas trouvé la solution. On ne laisse pas le joueur de trouver une solution. Donc il a donné un cadeau à notre avançant de Benaïed. Même le deuxième but, ils ont bien pressé l'adversaire. Donc ils cherchent de changer ou de dégager. Donc le ballon tombe directement sur le joueur Belaïli. Oui. Donc ça, le football moderne. Donc c'est-à-dire il faut jouer sur les erreurs d'équipe adverse. Donc, et pour faire ce pressing-là, il te faut des joueurs qui courent sur le terrain. Il faut faire des kilomètres. Il faut courir. Il faut faire des kilomètres. Mais ça, Ammar, si on C'est devait... l'équipe qui court le plus généralement qui Il y gagne. a l'aspect tactique Voilà, c'est ce que j'allais dire. et il y a l'aspect l'engagement physique. Tout à fait. Donc tout le tactique se base sur le plan physique. Tout le tactique se base sur les qualités de morale et physique de chaque joueur. Et là, coach, si on devait faire une petite comparaison, qu'on prend l'équipe nationale d'Algérie, on prend celle de 2019, victorieuse au Caire, on a gagné la Coupe d'Afrique. Comment on a gagné la Coupe d'Afrique? Si on revoit les matchs, si on revoit la façon de jouer, C'est un but. un seul but. Pourquoi? Parce que on a changé. Par la suite, pourquoi on était moins bien? Parce qu'on a changé de philosophie de jeu. On n'était plus sur rester derrière, attendre, essayer de presser au moment voulu quand l'adversaire était en difficulté. C'est ce qui nous avait permis en 2019 de gagner des matchs. On avait récupéré un nombre incalculable de ballons. Il y avait Guedioura qui était en sentinelle. J'allais vous le dire. Il y a un élément clé. Voilà, il y avait C'est Guedioura. Si on voit les statistiques de la possession de balles en 2019, c'est pas notre équipe qui a fait Jamais. Mais c'est ce qui nous a fait défendre en 2021. Pourquoi on est sorti au premier tour, coach? Parce qu'en 2021, c'est les équipes qui ont joué de cette façon qui nous ont causé des problèmes. On va dire la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. Ils nous ont attendus, ils ont joué sur les contres. Et nous, en possession, on n'a pas trouvé les solutions. Mais aujourd'hui, quand je vois le match de l'Iran, je retrouve l'équipe d'Algérie de 2019 avec tout ce qui va avec, tout ce qui entoure cette équipe sur le plan tactique, technique. Et comme Ammar parlait de profondeur, Kadri essayait de trouver dans la profondeur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 profils de joueurs différents. Et c'est ces profils-là, c'est Amoura et c'est Benaïed qui peuvent proposer ces solutions devant parce qu'ils sont rapides. Amoura fait parler sa pointe de vitesse, il est petit, il a un petit gabarit. C'est très difficile de le marquer pour les défenseurs. Il est bon et il dans est le opportuniste. Dans le dernier geste, s'il est seul face au gardien, il ne rate pas. Le duel, Benaïed aussi. Benaïed également. Alors, je voudrais vous terminer avec vous, parce que je n'ai pas posé la question, je voudrais revenir sur les 2 arrières latéraux. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose sur Amoura. Amoura, là, maintenant, il est dans une équipe suisse-italienne. Oui. Et là, maintenant, à Lugano, il travaille avec l'aspect tactique. Et l'aspect, on va dire qu'on a vu l'attaquant italien comme il est, l'attaquant qui travaille, qui cherche, à la Inzaghi et tout. Oui. Et Amoura, il a eu cette chance-là d'être dans une équipe italienne en Suisse. Alors, je pense qu'on a un joueur du style italien en Suisse. Oui, il a un entraîneur italien. Même la ville où il y a le club, ça part que italien et c'est une ville. Donc, il est imprégné de la culture italienne, la culture footballistique italienne. Les 2 arrières d'elle. Zedatka et la rentrée de Hamesh. Oui, je pense que la rentrée de Zedatka ou Hamesh... Zedatka titularisé d'entrée. Oui, Zedatka, leur première expérience contre l'Iran, ils n'avaient pas, on va dire, ce vécu-là international. Je pense que ces joueurs-là, on peut les juger
au fur et à mesure des matchs amicaux de la sélection. Au jour d'aujourd'hui, si on parlera d'eux, on ne va pas bien être... Non, mais sur ouais, le match, ouais. pas de jugement sur ce match, Uniquement c'est sur le match. c'est leur premier match. Ouais. On va pas. Hamash, il rentre au mauvais moment. Oui, je pense que Hamesh il rentre au mauvais moment, mais quand on voit qu'est-ce qu'il fait dans le championnat portugais, Zidatka à Clermont, c'est un joueur qui a été formé Qui a à signé Lens. à Lille. Oui, qui a signé à Lille, formé à Lens, passé par Istres, et c'est un joueur qui était international chez les 17 ans algériens. Il a joué en équipe nationale chez les 17 ans. Pas beaucoup de gens ont mentionné ça. C'est un joueur qui a choisi l'équipe nationale très tôt, et je pense qu'au fur et à mesure, le jeu lillois, la Coupe d'Europe, on va voir un vrai Zidatka, il devrait Il va encore élever son niveau de jeu. Je pense, oui. Messieurs, le bilan très rapidement de ce stage. 3 matchs, 3 victoires. La page, pour vous, elle est définitivement tournée. Voilà, j'y arrive. Chérif Hadjar. Comment? La page définitivement tournée pour vous. La page Cameroun, hein, bien évidemment, je parle du. Pour vous, ça y est, parce qu'à chaque fois, on revient, on dit ça y est, on fait abstraction, on repart sur un nouveau cycle. Bien sûr, il faut tourner la page. Donc il faut C'est le football, c'est le sport. Hein. C'est le football, il faut accepter quelle est la grande équipe, la grande nation du football, c'est l'Italie. Donc, Ils ne sont pas en Coupe du Monde. ils Deux sont fois pas de suite. Coupe du Pour la Monde. deuxième Beaucoup fois de suite. Donc il faut, en fait, il faut accepter, il faut penser pour l'avenir. Je pense que c'était un bon départ pour l'équipe nationale, surtout après l'élimination, surtout avec des critiques. Oui, allez-y. Ils étaient très trop critiqués parce que c'est normal, lorsque un entraîneur qui perd un match ou une équipe qui perd un match, tout le monde le critique, mais au lieu de critiquer, il faut trouver des solutions. Et jamais une personne qui a amené une solution pour l'équipe nationale. On peut avoir une critique, mais constructive, bon, qui pourrait aider l'équipe nationale à trouver des solutions. Bien sûr, il ne faut pas... C'est difficile. C'est-à-dire, on ne doit pas tout remettre Exactement. en cause. C'est ça. Voilà. On ne doit pas dire, non, voilà, on sait de non. On ne doit pas tout remettre en cause. Il y a de bonnes choses, il y a peut-être de moins bonnes, mais c'est-à-dire avoir le recul nécessaire dans l'analyse. Si on voit la manière dont on était éliminé, c'est-à-dire le Mektoub, c'est-à-dire dans 30 secondes, tu encaisses un but, donc c'est le hasard. Mais c'est le football. C'est le football. Il peut être cruel parfois. Donc, je voudrais revenir également avec vous, avant de retrouver Walid Bouchneffa, c'est-à-dire, je pense que les décideurs qui ont demandé, le président de la fédération, hein, qui est toujours en poste jusqu'à la prochaine Assemblée générale, de rester à la tête de l'équipe nationale et d'être dans la continuité du travail, c'est-à-dire ne pas s'arrêter au premier échec, en d'autres termes. Ça a été une bonne idée. Merci, c'était une bonne idée, parce que je ne pense pas qu'on va trouver un bon entraîneur comme Belmadi. Et puis, un entraîneur qui arrive... Moi, personnellement, oui. Il faut toujours avoir un entraîneur génial à la tête de l'équipe nationale. C'est comme un président de la République. On ne peut pas ramener un étranger d'être un président de la République. Même moi, c'est-à-dire, des fois, quand on nomine un entraîneur étranger, c'est-à-dire, tu es content, mais il n'y a pas de la fierté. Donc, j'ai toujours encouragé les entraîneurs algériens qui à la tête de l'équipe nationale. Et je pense pas mieux que la continuité avec Belmadi, parce qu'il a fait de bonnes choses. Il ne faut pas l'oublier, il y a 3 ans de là, il a rapporté quand même la Coupe d'Afrique. Il y a 4 ans. Ah oui, la Coupe d'Afrique. d'Afrique. Non, moi je pensais avant son arrivée. Parce qu'avant son arrivée, on avait. Avant son arrivée, on avait joué l'Iran. Et j'ai encore en mémoire ce match. 2018. Avant son arrivée, il y avait voilà, l'état d'équipe nationale, c'était la catastrophe. Voilà. Il n'y avait pas Il faut dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On César. avait perdu face à l'Iran, c'était le 7 juin 2018. Oui, Kéros d'ailleurs n'en revenait pas ce jour-là. Il avait trouvé une très belle équipe. Je fais de l'humour. Mais en termes de chiffres. Non, disons sérieusement, on était passé complètement à côté. Il n'y avait pas d'équipe sur le terrain. D'ailleurs, pour vous dire, Mahmoud, en termes de chiffres et de statistiques, juste après ce match face à l'Iran, il y a eu le match face au Portugal. Si vous vous rappelez, voilà. Il y a eu ce match face au Portugal. Et depuis ce match perdu 1-0 face au Portugal, nous n'avons plus perdu en match amical. Très bien, merci de le rappeler. Walid Bouchneffa, la continuité également. Oui, moi je suis pour la continuité de Jamel Belmadi et de tout son staff, parce qu'il y a un travail qui est fait par Jamel. Quand je dis non, ça paye, puisqu'on le voit tout de suite, on ne repart pas de zéro. Exactement. Il y a des acquis. Il y a aussi une data qui existe, des joueurs, des comportements, des fiches de joueurs. C'est des gens qui ont travaillé depuis 4 ans à la tête de l'équipe nationale. Ils savent quel joueur peut apporter une solution. En connaissant, on va dire, un petit peu ce qui se passe dans la data, dans la big data, je pense que l'Algérie a une large liste de joueurs qui peuvent apporter de plus en équipe nationale. Et je pense qu'on aura des joueurs qui vont intégrer la sélection pour élever plus le niveau, ce qu'on a vu hier.
Très bien, je terminerai avec vous, Sidi Ahmed, sur cette question-là. Également, cette trêve internationale, ou disons les matchs FIFA, ces dates FIFA. Là, je vais revenir, on va quitter l'Iran pour aller sur les 2 premiers matchs. Ces 2 premiers matchs gagnés, c'est un tournant parce qu'au mois de septembre, on bat le Niger. On est qualifié. On est qualifié à la phase finale. Tout à fait. Et beaucoup, Ma'amar, après cette élimination et cette non-qualification plutôt à la Coupe du Monde et ce match face au Cameroun, craignaient, redoutaient un peu ce rassemblement du mois de juin. Dans quel état d'esprit les joueurs reviendront, comment Djamel Belmadi va faire avec ceux qui arrivent, les joueurs qui ne sont plus là. Donc beaucoup craignaient. Et au final, on voit qu'on reprend de la plus belle des manières. C'est une nouvelle ère, c'est le renouveau algérien qui reprend. Il y a des joueurs qui ont donné satisfaction, de jeunes joueurs. Et c'est ce qui, comme le disait Walid tout à l'heure, c'est ce rajeunissement de l'effectif qui fait plaisir et qui présage beaucoup de belles choses pour l'avenir. Eh bien voilà, concernant la dernière sortie et les 3 matchs de l'équipe nationale, on va passer à la deuxième rubrique, des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés au championnat de Ligue 1. Le rideau tombé de rideau, dernière journée ce week-end, avec le CRB, on le savait depuis longtemps, le CRB sacré champion d'Algérie. Qui allait accompagner le CRB? C'était la grande question. Finalement, c'est la JS Kabylie. Et puis dans le bas du tableau, les relégables, on les connaissait, mais en revanche, il y a des équipes qui sont sorties du lot. Par exemple, l'équipe de l'Herba est sortie du lot. Il y a une équipe qu'on n'attendait pas, Shul Roumelait, qui pour la première fois jouait dans le championnat de Ligue 1, bien qui est arrivé à se maintenir avec son entraîneur, qui est notre invité aujourd'hui, M. Cherif Hadjar. Retour sur ce championnat, c'est un sujet signé Nouhed Belkhadem. Le championnat d'Algérie de Ligue 1 saison 2021-2022 aura livré son verdict au terme de la 34e et dernière journée disputée ce samedi. Et c'est le CR Belouizdad qui décroche son 9e titre depuis la création du club et le 3e consécutif. Fait historique, aucun club algérien n'avait réussi un tel exploit auparavant. Un exercice que les Belouizdadi auront maîtrisé depuis le début sans réel concurrent. Ils seront même sacrés champions quelques journées avant la fin. Le club de l'Ariba devient le 2e club le plus titré dans cette compétition, juste derrière la JS Kabylie et ses 14 titres. Les Canaries qui accompagneront le CRB en Ligue des champions africaine après cette 2e place obtenue lors de la dernière journée et ce point de nul ramené face au Paradou. Pour ce qui est de l'autre compétition africaine, la Coupe de la CAF, ce sera la JS Saoura qui tentera de faire mieux que lors de la dernière édition avec un capital expérience de plus et une régularité depuis plusieurs saisons. Ils voudront aller le plus loin possible, tout comme l'autre club engagé dans cette compétition, l'USM Alger, qui vient d'être frappé par la tragique disparition de son joueur Bilal Ben Hamouda, qui était l'un des grands artisans de cette belle série qui permet aux Rouges et Noirs de retrouver l'Afrique. Maigre consolation pour les USMistes au prix d'une saison très mouvementée. Beaucoup moins chanceux, 4 équipes vont quitter la Ligue 1 au terme de cette saison. Il s'agit du Wydad de Tlemcen, du Rapide de Relizane, de l'Olympique de Médéa et enfin du Naht Hussein Dey. Il laisse la place à l'USM Khanchla qui retrouve l'élite 60 ans après, mais aussi à un club qui va découvrir la Ligue 1 pour la première fois de son histoire, le Mouloudia d'Al-Bayad. A noter que l'exercice 2022-2023 connaîtra un changement du format de compétition. 16 clubs animeront le championnat de Ligue 1 au lieu de 18. Cherif Hadjar, je me tourne vers vous. Le CRB est un beau champion. Oui, il mérite. Mérité. Mérité, c'est Troisième mérité sacre parce que Mettez l'accent sur le CRB. Non, mettez l'accent sur le CRB. on analyse. C'est historique. Oh, 3e championnat de suite. Non, ça va vite parce que il y a la stabilité quand même. Il y a la stabilité durant 3 ans, donc c'est tout sur le plan l'effectif. Et à chaque fois qu'ils renforcent l'effectif, et en plus ils n'ont pas de problèmes. C'est tout sur le plan finance comme d'autres équipes. Donc vous dites entièrement mérité. Moi, mérité, c'est mérité. Parce la JSK qui termine à la 2e place, la JS Saoura qui performe chaque saison et qui se trouve sur le podium et qui participe à une compétition africaine, et l'USMA d'Alger qui termine fort sur cette dernière ligne droite. Donc c'est mérité, c'est tout. C'est le Saoura chaque année joue pour le podium. L'USMA, ils n'ont pas fait un. L'USMA, ils se sont repris depuis la victoire contre le Mouloudia d'Alger. Ils n'ont pas fait que surtout la phase allée, ils étaient ils sont ratés. Juste avant, ils avaient gagné face à Tlemcen. Même à la reprise de la phase retour. Donc ils ont repris à partir du match de Tlemcen. Le match de Tlemcen. Oui. 7 ils matchs avaient sans enchaîné 9 matchs sans victoire. 9 matchs. Oui, 9 matchs sans victoire. Jusqu'au match de Tlemcen. Oui, après ils ont enregistré 5 victoires consécutives. Ça les a complètement relancés vers le haut. Alors,
ça, c'est pour les équipes qui ont terminé, qui vont nous représenter sur les compétitions africaines. Moi, je vais rester avec vous. Vous prenez Chelroum Laïd. Je ne vais pas citer le nom des entraîneurs qui sont succédés à Chelroum Laïd. Tout le monde est parti. Tout le monde a eu peur en disant, bon, c'est une équipe qui va rétrograder, pas la peine de rester. Vous aviez débuté au CSC, et avec vous, le CSC jouait le haut du tableau. Vous quittez le CSC, on ne va pas revenir sur les conditions dans lesquelles vous quittez le CSC. Mais qu'est-ce qui vous a, quand vous regardez le projet, tout le monde est inquiet, personne ne veut aller à Chelroum, mais vous y allez. Comment ils ont réussi à vous convaincre? Bon, au début, j'étais hésitant, vu la situation sur le classement et la situation financière, parce que... Mais ils arrivent à me convaincre, parce que même il y a des joueurs qui m'ont voulu... Et je rappelle, vous avez battu le champion au stade du 20 août. C'était le déclic. 1-0. C'était le déclic de notre équipe. Donc, j'ai pris le groupe. Alhamdoulilah, malgré la situation, surtout sur le plan finance, catastrophique, mais il faut dire que j'ai trouvé des bons joueurs, un bon état d'esprit. Donc, ils ont créé pour le maintien, et c'était le départ. Vous vous êtes dit, quand vous prenez l'équipe, vous regardez l'équipe, vous vous dites à un moment, quand vous prenez cette équipe, vous dites il y a un coup à jouer? Oui, bien sûr. Parce que j'ai pris l'équipe, il reste 8 matchs. Il restait 8 matchs à 8 jouer. matchs à jouer, donc 8 matchs n'étaient C'était parmi les... C'était 8 finales, quoi. Voilà, 8 finales, donc il faut toujours être... faut être courageux quand même. Il faut être courageux, il faut encourager les joueurs et même le staff, dirigeant et le président, il faut l'encourager. Il faut toujours l'encourager. Donc, je pense qu'on a... Ils ont fait appel à un psychologue. Hein. Non, il faut y croire parce que s'il y a 1% de chance pour... Il faut la jouer. Il faut jouer. Au début, c'est-à-dire surtout... Vous avez tout le mérite. Vous avez tout le mérite. Le premier match qu'on a fait un match nul parce que je suis arrivé à Chelroum à deux jours avant le match de l'FCO. Donc on a fait match nul face à l'FCO. J'étais confiant pour la suite de championnat, malgré que quelques supporters ou quelques dirigeants commencent à s'inquiéter. Donc on a fait quand même une petite préparation à Alger 3 jours avant le match de CRB. Donc, je pense qu'on a fait une bonne préparation, surtout sur le plan moral avec les joueurs, ce qu'on a permis de gagner le match face à CRB, parce qu'il fallait de gagner. C'est le déclic, le match du CRB? Oui, c'était le déclic. Donc, depuis le match de CRB, on n'a pas perdu à part le dernier match, contre Médéa. Non, on a fait match nul. Vous avez fait match nul, pardon. C'est-à-dire 8 matchs, 5 victoires et 3 matchs nuls. C'est vrai, vous avez fait match nul contre Médéa, votre ancienne équipe. Oui. Ça vous avait mal au cœur? Bien sûr, parce que... J'ai passé des bons moments à MDA. Ils ont tous les moyens. Vous avez même joué les premiers rôles à un moment donné. Oui, l'année dernière. L'année dernière, durant la phase aller. Après bon, tout s'est écroulé. Et c'est le problème de MDA, c'est le plan financier, comme toutes les équipes. Il y a un championnat de riches et il y a une partie c'est les riches et les autres c'est les pauvres. Bien sûr, même l'année prochaine, on va trouver deux tableaux. Il y a 8 équipes qui jouent pour le podium et 8 équipes qui jouent pour le maintien. Grand absent l'année prochaine en Champions League ou sur une compétition africaine, c'est l'Entente de Sétif qui a atteint cette saison les demi-finales de la Champions League africaine. Alors la question est là, on va commencer par vous, Walid Bouchnefa. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un mercato dynamique? Ou bien vous dites non, quelques clubs... Déjà, ça a commencé à recruter du côté de la JSK. Et je peux vous dire, puisque l'entraîneur Souillet est parti, le futur entraîneur en principe est polonais, c'est Gaga. Polonais ou belge? Oui, polonais. Il y a un autre nom belge qui a Non, polonais, je peux vous dire, en principe c'est fait. C'est Gaga et c'est lui qui va prendre l'équipe de la JSK. Ils reviennent à Zivodko, peut-être par nostalgie. Le regretté Zivodko qui a marqué l'histoire de la JSK. Est-ce que vous pensez, le Mouloudia d'Alger également, qui va changer d'entraîneur, qui commence déjà à recruter, la JSK commence à recruter, est-ce que ça va être pour vous un mercato dynamique? Je pense que ça sera un mercato comme tous les mercatos algériens. C'est-à-dire les mercatos algériens, on va voir une valse des joueurs entre les clubs A, du club B, du club C et tout. On ne va pas voir ce joueur-là qui va changer le championnat. On ne va jamais voir un Amir Saïd qui va émerger. Qui peut concurrencer le club saoudien? 1 million de dollars annuel. Soyons sérieux. C'est impossible. On va dire, on a vu dernièrement des joueurs sur le tournoi des 4 nations, des joueurs africains qui étaient là, que peut-être certains clubs algériens vont essayer de recruter, mais je pense que le mercato algérien, ça sera un mercato
algériens seulement, des joueurs... Pas beaucoup de joueurs étrangers? Pas beaucoup de joueurs à l'étranger. Déjà Même pour les clubs engagés en compétition africaine? Oui, parce qu'on va dire la loi du championnat algérien ou les critères de recrutement pour un joueur étranger, c'est des critères qui n'aident pas les clubs algériens de recruter les meilleurs. Et si on cherche les meilleurs, il faut débourser beaucoup d'argent. On a la concurrence africaine des grandes équipes maghrébines déjà, des grandes équipes sud-africaines. Par exemple, le Ahli se sépare de son entraîneur, le sud-africain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un club algérien qui peut faire appel à lui? Impossible. Il a gagné 2 Champions League africaines. Impossible. Le salaire de l'entraîneur... Il se situe à combien? Je pense qu'il est situé à 900 000 l'année. 900 000 l'année, 90 000 dollars. 900 000 l'année, c'est son agent, c'est sa femme qui s'occupe de lui. Il est proposé à des clubs au Qatar. Après, je pense que... Est-ce que cet entraîneur, ramener un entraîneur anglo-saxon dans un championnat arabophone, francophone, est-ce qu'il va s'adapter? Non, je pose la question, ce profil. Moi, je parle du profil, je ne parle pas de lui en personne. Le profil, c'est un profil extraordinaire d'avoir un entraîneur qui connaît l'Afrique, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a cette expérience-là. Recruter africain, comme il a dit M. Hadjar, recruter algérien à la tête de la sélection, avoir un entraîneur africain à la tête d'une équipe, une grosse équipe. Un jour, je retrouverai Hadjar, on aura un débat sur les techniciens algériens. Pas aujourd'hui, mais je promets qu'on aura ce débat. Mais c'est peut-être que le championnat algérien n'est pas attractif, Mamara. Ça ne pousse pas que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Non, mais les entraîneurs, vous alignez les zéros, vous les avez. Vous alignez les zéros, vous les avez. Pas évident. Les meilleurs, meilleurs, vous les avez. Si vous montez une équipe, vous le suivez dans ce recrutement. Le dernier en date qui avait démenti les négociations avec le CRB, c'est Moundel Kbeir, qui était à la tête de la sélection tunisienne. Attendez. Oui, alors, très bien. Moundel Kbeir, vous faites bien d'en parler. Il a démenti avec le Mouloudia d'Alger. Pas Mouloudia et le CRB. Non, il n'a jamais été contacté par le CRB. Oui, mais ça, c'est les managers. Tout le monde fait fonctionner. On connaît le fonctionnement du foot. C'est les managers qui nous balancent ce type de trucs. Souvent, c'est des entraîneurs étrangers de seconde zone qui viennent en Algérie. On n'a pas les meilleurs. Très bien. Autant faire confiance à un entraîneur local. Très bien, faire confiance à un entraîneur local. Bon, aujourd'hui, moi, je voudrais bien... Par exemple, est-ce que vous avez été un jour contacté par un club algérien allant disputer une compétition africaine? Est-ce que c'est un challenge qui vous intéresse? Bien sûr, c'est un challenge pour... J'ai déjà joué la Champions League avec l'Allemand en 2015. Ah oui. Ouais, c'est vrai. On était dans le même groupe que Sétif. Vous aviez Aïdjoudi comme entraîneur avec l'Allemand à l'époque. À l'époque, oui. Oui, c'était Aïdjoudi l'entraîneur. Non, c'était lui l'entraîneur. Aïdjoudi, il avait quitté. Aïdjoudi. Et Aïdjoudi avait quitté, voilà. Non, et avant, il y avait début de saison en 2015 parce que l'équipe est rétrogradée en deuxième division. Malgré qu'on n'a pas fait une bonne préparation parce qu'on a fait, je pense, une semaine au Caire pour affronter le... Ça, c'était mal terminé. Vous avez fait une compétition, vous êtes... J'ai quitté le club parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais pour vous dites... On a fait des belles prestations. Vous étiez avec l'USMA d'Alger, avec... l'Entente et... Mamelodi. L'équipe de Soudan. Soudanais. Tout à fait. Algéro-algérien. Voilà, c'était un groupe algéro-algérien. Donc, je reviens maintenant à la question sur les 4 clubs algériens engagés en compétition africaine. Je vous pose la question et chacun peut y aller, sans protocole. Est-ce que vous voyez un de nos clubs aller en finale cette saison? Je pense que le CRB, avec la stabilité, s'ils vont garder le même staff technique, la même ossature de joueurs et avoir, on va dire, les 2-3 joueurs qui peuvent renforcer les compartiments de l'équipe, je pense que le CRB, ils ont administrativement... au niveau technique, au niveau organisation, l'étoffe pour aller en finale de Ligue des Champions ou d'une grosse compétition africaine. Monsieur Chérif Hadjar, qu'est-ce que vous dites? Je parle que ce soit la Champions League ou la Coupe de la CAF. Voilà, pour le CRB, il faut poser la question pourquoi le CRB n'arrive pas à la phase finale. Et pourtant... Ils ont atteint les quarts de finale. Ils n'arrivent pas à dépasser les quarts de finale. Voilà. Plafond de verre. Et pourtant, c'est-à-dire ils ont joué contre le finaliste, le vainqueur. Le vainqueur de Casa. Les 2 matchs, ils ont fait un bon match citoyen. Ils les ont trop respectés à Alger au match retour. Donc, après. la question, est-ce que c'est la maturité? Est-ce que manque de confiance? Est-ce qu'ils ont trop respecté l'adversaire? De tout ça, est-ce que c'est le plan physique? Est-ce que c'est le plan technique? Ou est-ce que c'est le plan mental? Parce que normalement, CLB, vu qu'on a vu les 2 matchs aller et retour, ils ont fait un bon match contre le Wydad. Je pense qu'ils ont raté. Sur les 4 équipes, CRB, JS en Champions League, JS Saoura, USMA d'Alger en Coupe de la CAF, qu'est-ce que vous dites? C'est des équipes qui ont le potentiel pour aller loin? Si, les 4 équipes, ils ont le potentiel. C'est tout. Le CRB, ils ont raté cette saison, mais la saison prochaine, je pense qu'ils ont pris la leçon.
JSK, Ils reviennent. il revient parce qu'ils ont l'habitude de jouer La des JS Saoura, traditions. ils étaient en JS Coupe de la Saoura, CAF, ça y est, ils connaissent le continent. Voilà, même l'USMA, ils ont une bonne équipe, donc ils ont joué cette compétition. Donc, je souhaite les 4 clubs de faire. D'aller le plus loin. Qu'est-ce que vous dites? Alors, moi, je pense que la question, elle est Je vais vous très demander simple. d'aller à la réponse Très rapide. rapidement. La question, elle est très simple. Et la réponse aussi. Pour pouvoir espérer gagner la Champions League un de ces jours pour nos clubs algériens, il faudrait participer régulièrement. Et c'est ce que fait aujourd'hui la JS Saoura en Coupe de la CAF, et même si elle a disputé la Champions League, et le CRB aussi. En revanche, la JSK revient après une longue absence. Non, L'USMA ils étaient aussi, en finale il y a 2 ans de la en Coupe de la CAF. Ouais. Oui, c'est pour ça que je dis ils reviennent. Parce qu'on voit l'USMA aussi est allé en finale de la Champions League. Mais par la suite, l'USMA, ils se sont éclipsés complètement. Donc aujourd'hui, ils reviennent. Les 2 clubs qui ont le plus de chances d'aller loin, ce sera la Saoura et le CRB Belouizdad. Eh bien voilà, on attendra pour voir sur cette saison 2022-2023. On va terminer avec la question du jour. La question du jour, diplomatie du sport. Alors, pour quelle stratégie, quel enjeu? Vous avez organisé un séminaire, Walid Bouchnafa, qui s'est déroulé le week-end dernier. Pourquoi aujourd'hui la diplomatie du sport? Vous l'organisez à la veille des Jeux méditerranéens. Pour vous, je rappelle la diplomatie du sport, la première fois on en entend parler, c'est dans les années 70-71. Rappelez-vous, la diplomatie du ping-pong. Ouais, bien sûr. Entre Ça les États-Unis le match Les États-Unis. entre Les États-Unis et la États-Unis Chine, ça a permis aux 2 nations de reprendre langue et de renouer des liens diplomatiques. Aujourd'hui, ça a changé. On est sur ce qu'on appelle le soft power. Alors, pourquoi cette rencontre et pourquoi aujourd'hui? On va dire, on a organisé l'événement avec le FAC, le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité de la citoyenneté. L'idée, on va dire, c'est de faire promouvoir l'Algérie, promouvoir le sport algérien, promouvoir le pays économiquement. Parce que quand on parle de diplomatie du sport, au-delà, c'est donner tout d'abord une exposition au pays, C'est une vitrine. une vitrine, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le sport, c'est un super vecteur sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des relations. Donc le sport, et en plus, le sport touche beaucoup de monde. Là, ça va toucher le bassin méditerranéen. C'est un petit peu ça l'idée aussi? L'idée, c'est ça aussi, mais on va dire l'idée globale aussi, c'est de refaire, de parler du soft power algérien aussi. Alors, le soft power. Il consiste en quoi? Ouais, le soft power algérien, Justement. on sait que maintenant, le meilleur ambassadeur de l'État du Qatar, c'est le PSG. PSG. Alors, nous, on va parler du soft power algérien parce que l'Algérie a connu, l'Algérie, c'est la première nation au monde qui a eu une équipe nationale avant d'avoir un État. C'est le Front de Libération Nationale, c'est le l'équipe du Front de- FLN, ouais. la grande équipe du Ouais. FLN. On sait que l'Algérie, on va dire, là, ce qu'on essaie en tant qu'universitaire, c'est que la diplomatie sportive, est-ce qu'il n'y a pas une part algérienne sur la diplomatie sportive? Est-ce que le fait que Chérif Hamia a refusé de combattre pour que le drapeau français soit le drapeau phare à Las Vegas en 58, est-ce que ce n'est pas une diplomatie sportive? Est-ce que ce n'est pas une forme de soft power à l'époque? Oui, mais aujourd'hui, la donne, elle change. Voilà, Ouais. exactement. La donne, elle change. Oui, La donne a changé. mais demain, Le monde a évolué. le monde a évolué. Mais demain, si on est scientifique, on est sur une recherche, on cherche de la bibliographie, il y a quasiment l'Algérie, on ne parle pas de l'Algérie, de la révolution algérienne, du soft power, de la diplomatie sportive algérienne. En revenant aux Jeux méditerranéens, je pense que avoir une diplomatie sportive forte, c'est d'avoir des Algériens dans des instances internationales, avoir des Algériens, on va dire, dans différents événements. Cela fait promouvoir le sport, promouvoir l'Algérie, promouvoir on va dire, l'image, aussi la Mais diplomatie également, on économique. du utilise pays. la diplomatie en matière de sport pour montrer également aux autres notre réussite. Bien sûr. Et notre Sur force le- économique. Oui, sur le plan des Tout à infrastructures, fait. sur le plan touristique, sur le plan économique, de montrer également nos capacités, de ce qu'on sait, donner une image culturelle de l'Algérie. C'est vendre tout ça, c'est un petit peu ça l'idée. Bien sûr, c'est de vendre ça et aussi vendre la ville d'Oran parce que nous, Bon, aujourd'hui- Oran sera pendant 10 jours l'Algérie. Ouais. Voilà. Et on sait que après les Jeux méditerranéens, est-ce qu'on aura des tournois internationaux sur la ville d'Oran? Est-ce que ce qu'on a mis comme stade, est-ce qu'on a mis comme salle de sport, comme terrain de tennis, est-ce qu'on aura des tournois internationaux méditerranéens à Oran? Est-ce que ces infrastructures vont servir plus tard l'Algérie? Est-ce que
On aura la ville d'Oran en hiver, c'est une ville, on sait qu'Oran c'est une ville touristique. L'été, l'hiver, il n'y a pas d'événement. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces infrastructures? Il fait beau 365 jours sur 365. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces infrastructures pour amener il pose une question. Je voudrais justement rebondir sur ça, Mohamed, parce qu'aujourd'hui, on peut extrapoler et quelque part faire un peu la comparaison. Il y a un gros événement, il y a un événement majeur, parce que si on parle de stratégie et de diplomatie politique, il y a des étapes. Aujourd'hui, il y a le Qatar. Le Qatar en 2022. On voit la promotion qui est faite pour le Qatar, pour le pays, pour tout ce que ça représente, pour l'événement que c'est la Coupe du Monde. Mais dans le même temps, aujourd'hui, si on parle des Jeux méditerranéens, quelle est l'approche ? Parce qu'il y a différents modèles de diplomatie à travers le monde. Il y a le modèle américain, il y a le modèle chinois. Je vais vous demander d'aller un peu plus vite. Aujourd'hui, en Algérie, quel serait le modèle de diplomatie sportive à aborder, à avoir pour les Jeux méditerranéens justement d'Oran? Et on est pratiquement à 10 jours des Jeux méditerranéens. Là, nous, on a fait cette journée d'études, ce colloque, pour se poser ces questions-là. On a réuni des experts internationaux, on a réuni des universitaires pour pouvoir, avant les Jeux et après les Jeux, se poser ces questions-là. Les Jeux d'Oran, c'est des Jeux pilotes pour d'autres événements futurs qu'on peut promouvoir la diplomatie sportive algérienne. Eh bien, merci. C'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de l'émission. Merci Walid Bouchneffa. Je rappelle, vous êtes consultant. Chérif Hadja, vous restez à Sharm el Eid ou vous changez d'équipe? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore. Merci Sidi Ahmed Khedis. Moi, je vous dis bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, les caméramans et tous ceux qui se trouvent en régie. On les salue. Et vous, on vous dit encore une fois merci et bonne soirée. À la semaine prochaine.